première question, mon cher ami. Concernant le droit de préemption. Donc, doit-il être notifié par courrier avec accusé de réception au locataire, donc bail commercial par exemple, ou est-ce le notaire qui s'en charge lorsque le compromis est signé? Donc, on va prendre plusieurs cas. Benjamin, on va décortiquer cette question pour essayer d'être le plus large possible. Donc, on va dire sur un bail commercial. OK? Comment on fait pour notifier qu'on va préempter, si jamais c'est la mairie qui préempte, ou si le locataire il peut préempter, donc il peut acheter le bien à la place de l'acheteur qui se positionne. Comment on fait pour aviser les locataires d'un bail commercial, par exemple, que le bien est en vente ou, par exemple, une éviction, on va dire il faut libérer les lieux parce qu'on loue à quelqu'un d'autre. Voilà. Quelles sont les règles de base? Après, on va approfondir la question sur le locataire d'un appartement et d'une maison, etc. Alors, dans un bail commercial, comment ça fonctionne, cher? Eh ben, on commence fort quand même. Hein. C'est la plus facile. À froid. Là, c'est la plus facile. Tu Plus tard. te moques de moi un peu là. Bon. C'est la plus facile pour moi. Donc, Qu'on soit en matière d'habitation, en matière commerciale, il n'y a pas 36 règles en général. La règle, c'est que le propriétaire d'un bien, bien évidemment, il peut disposer de son bien comme bon lui semble, puisque ça fait partie des prérogatives du propriétaire de pouvoir vendre son bien. Ça, c'est la règle. On est bon, Daniel, sur le son? oui. Ah, c'est bon. Maintenant qu'on sait ça, si on est en matière commerciale, précisément, on a un locataire commercial, la première chose à faire, c'est de l'aviser de la volonté de vendre. Alors, sur le mode, c'est très simple. LRR, on ne se pose pas de questions. Alors, on sait qu'on peut également lui donner en main propre contre récépissé de signature. C'est totalement possible aussi. Moi, je privilégie toujours la LRR puisqu'il en garde une trace. D'accord? Est-ce que la remise en main propre plus signature du locataire, c'est moins bien? Non, c'est exactement pareil. D'accord. Juste Le tout, c'est de prouver. C'est de prouver. Il y a un adage en droit qui dit que tout ce qui n'est pas prouvé n'existe pas. Donc, tu vois, c'est assez simple hein, comme principe. Hein. Bon. Maintenant, à partir du moment où on lui envoie cette notification, il a un mois pour se prononcer. Oui ou non, c'est lui qui verra. À partir du moment où il se prononce favorablement, c'est-à-dire où il émet le souhait, parce que ça équivaut à une envie de vendre, cette notification. En fait, on rappelle l'histoire. L'histoire, c'est qu'il y a un locataire quelque part dans une boutique, par exemple, qui a loué le bien à un propriétaire bailleur. Il est locataire. Ou il avait un fonds de commerce auparavant, il l'a installé là-bas, ou il n'en avait pas, il l'a créé de zéro. Quoi qu'il arrive, il est locataire du local commercial. Maintenant, à un moment donné, le propriétaire, il dit, je vends. OK, il a le droit de vendre, il fait ce qu'il veut. Mais il doit proposer tout d'abord au locataire qui est à l'intérieur, s'il veut l'acheter. Notification, LRR. À l'issue de cette notification, le locataire a un mois pour se prononcer. Oui. D'accord. Il a un mois pour se prononcer. À partir du moment où il se prononce, il doit réaliser la vente dans un délai de 2 mois. Ça, c'est la règle de base. Alors, il doit réaliser la vente avec le locataire dans un délai de 2 mois. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, à partir du moment, là, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, on aborde la question un peu plus périlleuse du locataire qui souhaite acheter pour son compte donc le bien, mais dans lequel il y a une condition suspensive, condition suspensive de prêt. Là, c'est compliqué. Eh oui. Alors, en termes de délai, c'est pas compliqué, c'est 4 mois. Voilà la règle. Notification, 1 mois pour donner une réponse bonne ou mauvaise. À l'issue de la réponse d'1 mois, 2 mois pour faire la vente. Et on rajoute 2 mois s'il y a une condition suspensive de prêt. D'accord. Si jamais la condition suspensive saute, il ne peut pas préempter. Ah oui, bien sûr. Okay. Mais là, si tu veux, on est dans des règles de droit des contrats classiques en matière d'immobilier. De la même façon qu'un acquéreur, un particulier, une personne physique, dans un bien d'habitation classique. Hein, bon. À partir du moment où sa condition suspensive n'est pas réalisée, il ne peut pas acheter. C'est exactement la même chose. Hein. Il est libéré sans pénalité de son obligation d'acheter. C'est tout. On est d'accord. Donc maintenant, il dit, c'est bon, j'ai envie d'acheter. Donc il va demander un crédit, etc. Imaginons que le mois, il est passé, il n'a pas trouvé le crédit. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut prolonger pour rechercher encore une fois ou la préemption, ça disparaît, après il va se positionner comme un acquéreur normal? Est-ce que son statut change? Après, c'est toujours pareil, c'est que il y a quelque chose qu'on aime beaucoup, nous les juristes, c'est la liberté des parties. Je peux décider, parce que tu m'es sympathique et parce que je pense que tu auras ton crédit, mais la banque a mis un certain temps à répondre, je peux décider de te laisser 1 mois, 2 mois, 3 mois de plus. Évidemment. Il est toujours possible de faire un avenant au compromis ou il est toujours possible de donner un délai supplémentaire. Mais la règle de base, si tu veux, c'est celle-là.
Mais 1 mois pour donner une réponse, 2 mois pour acheter, et tu rajoutes encore 2 mois, c'est une condition expansive de prêt. on est Pourquoi? Parce qu'il d'accord. faut laisser le temps à la banque de répondre, tout simplement. D'accord. Maintenant, encore une fois, au moment où je suis locataire, j'ai un droit. Je suis privilégié, n'est-ce pas? J'ai Ouais. le droit de préemption. Donc maintenant, ce statut-là, d'avoir le droit de préempter, c'est un statut qui va rester le temps. Il y a un délai, c'est-à-dire le premier mois de prévenir. Après, il y a les 2 mois pour faire la vente. En gros, 3 mois. Pendant ces 3 mois-là, j'ai un statut, donc que je suis prioritaire, n'est-ce pas? Est-ce Ouais. qu'à un moment donné, où ces 3 mois-là, disons, de gentillesse que le propriétaire va avoir envers le locataire, qui dit, voilà, t'es privilégié, est-ce que ce droit, il disparaît si, par exemple, j'obtiens pas mon crédit et je dis, par exemple, au propriétaire, j'ai pas eu mon crédit avec cette banque, je vais chercher quand même une autre banque. Mais à ce moment-là, j'ai dépassé les délais. Ah Est-ce que non, je suis non, 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 toujours non, non. privilégié ou pas? Parce Non, qu'après, je me non, positionne comme un acquéreur normal. Je suis plus privilégié. non, 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 non. Je dois, pendant le délai que le propriétaire, enfin que la loi me donne pour rechercher un établissement bancaire, je suis censé avoir recherché tous les établissements bancaires en espérant qu'il y en a un qui donne une réponse. Il ne se reconduit pas ad vitam ce délai, parce que si je pousse ton raisonnement à l'absurde, ça tendrait à dire j'ai 2 mois pour demander auprès d'une banque. Si j'ai un refus, je me reprends 2 mois pour demander auprès d'une autre banque. Et puis, comme il y a 150 banques en ce moment, sans compter les banques en ligne, si tu veux, je peux balader le propriétaire 10 ans comme ça. Non, ce n'est pas le principe. D'accord. Donc, je dois faire toutes mes formalités. Je suis plus privilégié. Maintenant, je Bien pourrais sûr. toujours me positionner plus tard en disant, j'ai envie de quand même l'acheter s'il n'a pas vendu à quelqu'un d'autre, mais je suis plus privilégié. Eh Il n'est pas oui, obligé de me le vendre. Parce que non, le non, droit de préemption, on est d'accord, Benjamin, c'est que c'est d'abord moi, point. Quand je bien parle du sûr. locataire, c'est d'abord moi, après les autres. Peu importe si. Et si maintenant il y a un acheteur qui Tu sais, vient. attends, tu sais, c'est ce qu'on appelle également le droit de préférence. Ça peut bien Hum, son nom, hein. hum. Voilà, Non. donc oui. La situation, elle est comme ça. Une nouvelle situation, Benjamin. Je suis propriétaire bailleur. Je vends mon local à 300 000 euros. D'accord? Moi, je suis locataire. Je paye, je sais pas moi, 1 000 euros de loyer. Donc, le bien, il est en vente maintenant, en ce moment même, à 300 000. Donc, le propriétaire est intelligent, il connaît la loi, il envoie un préavis et en plus, il envoie une notification comme quoi il va vendre au locataire. Le locataire est au courant. C'est bon, j'ai compris, 300 000 balles. Et il se dit, je me présente, je veux acheter, c'est bon, j'ai envie d'utiliser mon droit de préemption, et il se positionne pour acheter. Quelques minutes plus tard, ou quelques heures plus tard, ou quelques jours plus tard, le propriétaire bailleur reçoit une offre d'un autre acheteur qui était venu sur le Bon Coin ou sur Se Loger par le biais d'une agence. Et l'acheteur, il dit, c'est bon, je suis prêt à acheter 300 000, comme vous avez mis dans l'annonce. Mais donc, on est d'accord que le locataire est prioritaire. OK? Qu'est-ce qui se passe si le nouvel acheteur qui arrive, il dit, je t'offre 310 000 euros? Mais le propriétaire, il est déjà tenu d'attendre la réalisation de toutes les démarches avec le premier Je suis d'accord. Mais acquéreur que pendant les démarches, ouais. le propriétaire, il ne peut pas accepter une autre offre de quelqu'un d'autre, Non. mais il a reçu une surenchère. Donc, Ah bah, tant pis. là, tant pis pour le propriétaire. Ah bah oui, OK? bah oui. Mais moi, mets-toi à la place du locataire. On m'a proposé un prix plus avantageux, entre guillemets. Hein. Moi, j'ai pas envie que le bien me passe sous le nez, parce que le propriétaire a eu la lubie ou la tocade, appelle-le comme tu veux, de mettre son prix plus élevé. Peut-être qu'il vaut vraiment plus. C'est secondaire. Mmh. Mais en tout cas, il est tenu aux conditions fixées initialement avec moi, qui suis le locataire, il est tenu d'attendre que je donne réponse définitive et que toutes mes démarches se réalisent ou pas. Donc, si pendant la période de mon délai de préemption, le prix était à 300 000 euros et j'achète, tout va bien, même s'il y a 25 000 offres supérieures aux miennes. Oui, bien sûr. Passez Et le. je vais même te dire mieux. Vas-y. Je vais même te dire mieux que ça. Supposons que le prix baisse. Je suis locataire privilégié, donc, et j'ai eu la banque qui me donne un refus parce que la banque ne me suit pas sur l'opération immobilière projetée. Mmh. Supposons que le prix baisse 6 mois après, j'ai à nouveau un nouveau droit de préemption qui s'ouvre. Ah oui. Eh oui, c'est normal. Alors, est-ce que ça marche 2 fois? Ah bah oui, à chaque fois que le prix est modifié. OK. Donc, on est bien d'accord. La priorité, elle est dans le délai de droit de préemption. Le prix augmente, le prix il est affiché, j'achète. S'il y S'il a une offre. augmente, si j'ai pas réussi à acheter à 300 000, je ne pourrais pas à 400, de toute façon. Oui, je sais, je te parle s'il y a une offre extérieure qui vient surenchérir. Donc, pendant la période de préemption, je m'en fous des nouvelles offres et en fait, je suis coincé, je ne peux pas vendre à qui que ce soit d'autre. Mais après le délai de préemption, je vends, je peux accepter les autres offres. On est d'accord? Mais est-ce que je peux faire un petit parallèle? On a deux Bien petites sûr, secondes ou pas? bien sûr, bien sûr. Regarde en droit des contrats classique. On va partir sur de l'habitation. Parce que le principe est le même, en Bien fait. sûr, bien sûr. L'idée est la même. Je réalise une offre d'achat. Je passe par une agence, je fais une offre d'achat sur un bien à 300 000 euros. Elle est acceptée. Elle est contresignée
par le vendeur. À partir de ce moment-là, j'ai le temps nécessaire pour attendre qu'on aille ensuite au compromis ou à la promesse unilatérale de vente, peu importe, hein, parce qu'il y a 2 avant-contrats. Bon. Et puis après, je vais intégrer une condition suspensive de prêt ou une demande auprès des services de l'urbanisme pour avoir une rampe d'accès sur mon bien. Enfin, des conditions suspensives, il y en a 1 milliard, il y en a 1 millier. Bon. Mhm. Supposons que dans l'intervalle, l'acheteur décide d'augmenter ou de baisser son prix. Ça ne me regarde pas. Moi, je suis toujours en course. Et après tout, un compromis a été signé. Donc, Mhm. un compromis, la vente est parfaite. Oui, le compromis, il est là. Mais au moment où il avise, il n'y a pas de compromis encore. Non, 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 bien sûr, mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu as commencé des relations commerciales avec Ouais, ouais, tu peux. quelqu'un, tu dois attendre qu'elles aillent au bout, que la personne soit par défaut, elle t'ait dit oui. Je dis par défaut parce qu'en fait, c'est la banque qui va dire oui, finalement. Bien Tu sûr. vas attendre qu'il t'ait dit oui ou qu'il t'ait dit non, mais tu ne peux pas, en cours de démarche commerciale, changer un élément aussi important que la chose ou le prix, puisqu'on sait que c'est 2 éléments essentiels d'un contrat. On est d'accord. Donc, ça, c'est pour la partie locale commerciale. Est-ce qu'il y a une différence entre les locaux commerciaux et l'habitation avec un particulier en termes de droit de préemption? Non, c'est exactement pareil. Est-ce que C'est c'est toujours exactement le même pareil. délai? C'est toujours 1 mois plus 2? Tout est toujours pareil. OK. Donc, il y a 0 différence sur la préemption. La question est close. On va passer à la deuxième question. Celle-là est un peu plus simple. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je la voyais celle-là un peu plus compliquée, mais bon, on continue. Euh, un client pose une offre. D'accord. Donc, il y a un bien, un négociateur, là, c'est un agent immobilier qui parle. Euh, ça m'est arrivé 1 000 fois, ce truc-là. D'accord. Cette situation m'est arrivée 1 000 fois. Même moi, je ne suis même pas sûr que c'était légal ou pas, mais je vais te donner ma façon de travailler à l'époque. D'accord. Enfin, pas à l'époque, jusqu'à aujourd'hui. Comme je travaille toujours avec des investisseurs, des marchands de biens, j'ai toujours eu cette situation. Et je vois que dans le post Facebook qui a été posté, tu as donné une réponse aussi, mais elle n'était pas élaborée, donc on va l'élaborer maintenant. Donc, j'ai toujours travaillé avec des investisseurs et des marchands de biens. Et les investisseurs, quand ils achètent, surtout les marchands de biens, ils veulent acheter et revendre très vite. D'accord. Mais ils n'ont pas envie d'attendre les 3 mois de délai du compromis, l'acte authentique, etc. Donc, ça m'arrive juste régulièrement que quelqu'un qui achète un produit pourri que je vends parce que c'est un produit d'investisseur à refaire, etc., ça m'arrive tout le temps que l'investisseur me dise, écoute, j'ai envie de faire les travaux pendant la période de la signature de l'acte authentique, pendant toute cette période-là, etc. Donc, la façon dont moi je travaillais avec ces investisseurs, je leur disais oui, bien sûr, en corrélation et en accord avec le propriétaire. Et je leur disais un truc super simple. Je leur dis, c'est simple, vous allez assurer le bien dans toute sa période. Si au final, vous achetez pas, peu importe les travaux que vous avez faits, vous devez remettre en état, sauf si nous, on accepte que ça reste comme ça. Et vous allez, et voilà, on attend. Donc, il y a une assurance et il y a une garantie d'achat. Et les travaux, ils vont rester en état s'ils sont en bon état. Et si c'est pas en bon état, ils doivent remettre en état. Ça, c'est les conditions avec lesquelles je travaille avec les gens. D'accord. Donc, la question est, est-ce qu'un propriétaire, un acheteur potentiel peut demander ça? Donc, lui peut demander, mais est-ce que nous, on a le droit d'accepter en tant que propriétaire, en tant qu'agent immobilier? Quel genre de conseil on va donner aux particuliers, par exemple? Et comment on va faire pour que les travaux se déroulent comme il le faut? Quelle garantie on va avoir derrière? Quels sont les risques pour le vendeur? Quels sont les risques pour l'acheteur, etc. Donc, moi, je t'ai expliqué comment je fonctionne jusqu'à maintenant, et jusqu'à maintenant, je le ferai, sauf si tu me contredis et tu me dis non, il ne faut pas faire. Alors, je te contredis jamais, moi, Daniel, tu sais. Non, Je t'as le droit, t'as le droit, non. ne suis pas un mec à l'histoire, moi. Non, t'as le droit, t'as le droit. T'as le droit, t'as le droit. Non, 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 non. Je n'ai pas de problème, moi. Ah non, mais t'as le droit, t'as le droit. Au contraire, je suis là pour apprendre aussi si jamais c'est différent de ce Alors, que je fais d'habitude. en fait, je pense que tu as une approche très pragmatique de la vente des biens immobiliers. Je te félicite pour ça parce que c'est ce qui manque parfois dans ce métier. Parfois, on a affaire à des juristes pur jus et on manque d'approche pratique. Mais je pense qu'il faut remettre un petit peu de droit par Mhm. ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Mon idée est la suivante, c'est que le transfert de propriété, il se fait au jour de l'acte authentique. Point. C'est-à-dire que si avant l'acte authentique, l'acquéreur potentiel, parce qu'on ne parle que de potentialité avant l'acte Oui, oui, authentique. bien sûr. Non, mais comme c'est un investisseur marchand de biens, déjà, il est considéré comme professionnel, il n'a pas le droit de rétractation. Et oui, bien sûr, mais il y a, si tu veux, la théorie et la pratique. C'est pas parce que j'ai pas le droit de me rétracter que je vais pas acheter. Alors, Je vais acheter. je vais préciser, parce que c'est vrai que Ah, tu m'as pas gâté aujourd'hui. Alors, euh, Non, par contre, on va gâter les auditeurs qui vont apprendre plein de choses.
je vends un bien immobilier, je ne suis pas à l'acte authentique encore. Et j'ai un acquéreur qui me propose de faire des travaux. Oui, il peut assurer les travaux. Mais qu'est-ce qui se passe finalement s'il décide de ne pas acheter? Mhm. Il n'y aura pas de transfert de propriété. Alors maintenant, il y a un aspect financier. S'il n'achète pas, il me devra une indemnité, à Mhm. condition que les conditions suspensives se soient réalisées. Attention, hein. Bon. Mais on pourra prévoir que si, par une clause de dédit, par exemple, que s'il décide, c'est vrai que ça se fait beaucoup avec les marchands de biens, c'est pour ça que j'emploie ce mot, s'il décide de ne pas acheter alors qu'il était engagé définitivement parce que les conditions suspensives se sont réalisées, il me devra une somme d'argent. Mais enfin, ça ne change rien au fait que j'ai des travaux qui auraient été faits chez moi, que je n'ai pas forcément voulu, qui ne sont pas forcément à mon goût, et je me retrouve avec le bien sur le bras que j'ai jamais réussi à vendre avec des travaux qui ne sont pas les miens. Alors moi, je déconseille par principe de commencer à faire les travaux quand on n'est pas chez soi. C'est vrai qu'il faut Ah, ça, tu différencier. parles pour l'acheteur. Là, tu dis, je Ouais, te déconseille de faire travaux tant que tu n'es pas chez toi. Ça, c'est pour l'acheteur. eh oui. Mais D'accord, ça, c'est pour le l'acheteur. vendeur te le refusera souvent. Si c'est un Et, particulier, il refusera souvent. Oui, je suis d'accord. et Mais, oui, mais il faut regarder toujours le mais métier même de si deux ça manières marchande différentes. bien, Non, alors, même si ça marchande bien, enfin, si ça marchande bien, on se prend des garanties entre professionnels, bien sûr. bien sûr. C'est vrai que je serais heureux que si la vente ne se fait pas, on est entre deux professionnels, hein, si la vente ne se fait pas, de toute façon, il assurera les travaux s'il y a une dégradation dans le bien causé à cause des travaux. Mais ça ne changera pas grand-chose au fait que le propriétaire se retrouvera avec le bien sur le bras et il n'y aura pas eu de transfert de propriété. Et mais alors, encore une fois, les conditions que moi j'appliquais jusqu'à aujourd'hui avec les investisseurs marchands de biens, c'est d'abord qu'ils aient une assurance spéciale pendant la période des travaux, Bien sûr. spéciale au cas où il y a dégradation, erreur, plomberie, conneries, fuite, Voilà. si tu veux. Déjà, je les ai obligés à faire une assurance qui coûtait cher, déjà. Donc, quelqu'un qui ne veut pas faire les travaux et qui n'est pas sérieux, il ne va pas prendre l'assurance. Deuxième chose, il y a obligatoirement un dépôt de garantie de 10%, et si jamais, et qui sont encaissés, si jamais il se rétracte ou il fait les travaux, c'est pris là-bas. Donc, tout ça, c'est réglé sur un contrat qui va être fait lors du compromis, etc. Et bien sûr, il n'y a pas de condition de crédit parce que c'est un investisseur et ça marchande bien. Il ne peut pas se retracter. Donc, au moment où ça arrive, cette situation, le propriétaire, lui, il prend des risques parce qu'en général, ce n'est pas des habitations habitées. Il prend un risque. Ça va être un truc à rénover. Il est conscient qu'il y a des travaux, etc. Donc, il y a toujours une négociation et c'est toujours en accord avec l'un avec l'autre. Chacun prend les risques. Mais au final, moi, j'essaie de border la chose comme il le faut. La question qui se pose, que je me pose aujourd'hui, c'est moi, je le faisais de manière naturelle jusqu'à aujourd'hui. Je le faisais. Y a pas, je vais même pas m'arrêter de faire ça, sauf si c'est interdit. Et c'est ça que je cherche comme réponse. Est-ce que Non, c'est mais, permis aussi? Voilà, si c'est pas interdit et que les gens ils acceptent et que ce sont deux professionnels, un qui vend, l'autre qui achète, non, mais, je vois pas où il est le problème. ah non, mais alors non, mais il n'y a pas de problème. Déjà, entre professionnels, il n'y a pas de délai de rétractation, il Mhm. n'y a pas de code de la consommation, il n'y a pas de droit de rétractation, il n'y a aucune mesure qui protège l'acquéreur professionnel. Donc, c'est vraiment la loi des parties entre professionnels, on fait à peu près ce qu'on veut. Mhm. Donc, tu as raison, dans ton système, on peut, sans être propriétaire, commencer à faire les travaux. Dans l'hypothèse, on va bientôt, de toute façon, être propriétaire. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il peut naître un certain nombre de contentieux dont on ignore à l'avance les tenants et les aboutissants. Oui, juridiquement et financièrement, on se borde en prenant un certain nombre de garanties. Bien sûr. Mais je vais donner un petit exemple. Je suis acquéreur potentiel, puisque l'acte authentique n'est pas encore passé, on est dans cette hypothèse, hein, Mhm. et je fais des travaux. Et les travaux que je pense être des travaux absolument géniaux, en fait, ils font baisser de la valeur au bien. Ils font baisser la valeur du bien. Bien sûr. Je suis Je d'accord avec toi. décide de ne pas acheter. Alors, si j'achète pas, je vais laisser des plumes. Parce qu'il y a le dépôt de garantie, parce qu'il y a même une clause de dédit. Mhm. Hein, la clause de dédit, c'est une clause qui te permet de sortir du contrat sans passer par le tribunal, de sortir du contrat à la tête haute, sans mettre un magistrat entre l'acquéreur et le vendeur. Bon, très bien. Mais est-ce que cette clause de dédit que le propriétaire va garder et le dépôt de garantie, est-ce qu'ils vont couvrir en termes d'argent, hein, est-ce qu'ils vont couvrir l'écart qu'il y a entre le prix que le bien valait avant et le prix qu'il vaut maintenant? Imaginez, les travaux sont mal exécutés et ils perdent de l'argent, ce bien. Surtout si je suis un marchand de biens, je suis embêté parce que j'ai l'obligation de leur vendre dans les 5 ans ou dans les 4 ans si je suis dans une zone d'aménagement concerté. On le sait, on connaît la règle des marchands de biens. Alors, le marchand de biens, alors en fait, tu vois, il n'y a pas de réponse juridique à 100%. Tout est faisable entre professionnels, hein, bien sûr. Le marchand de biens, avant même d'acheter un bien, il sait déjà à qui il va le revendre, s'il travaille Exactement. correctement. Bien sûr, on le sait ça. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'enjeu.
Et généralement, si je commence à faire les travaux dans un bien qui n'est pas le mien et que je me présente comme un acheteur, je suis sûr à 100% de l'acheter. Bien Mais sûr. moi, je suis un homme du 0,1%. C'est-à-dire, Tu vois ce c'est que je quoi veux le dire? concept? C'est quoi 0,1%? J'ai 0,1% de envisagé quoi? la pire situation. D'accord, ok. Voilà. Mais De c'est côté. faisable. De toute Ok, façon, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. d'accord. Ça, c'est pour les investisseurs marchands de biens, les professionnels, etc. Est-ce que c'est la même chose pour un particulier? Ah non, je déconseille formellement. Je déconseille formellement. Pour deux choses. Alors déjà, pour cette même raison, hein, c'est-à-dire que Ça m'est jamais arrivé, par contre, voilà, d'avoir ce genre de questions pour un particulier. Ça m'arrive jamais parce que, en général, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les fonds, ils ont besoin de l'argent du crédit, etc. bien sûr. C'est pas le même cas qu'un investisseur marchand de biens qui a de l'argent déjà et qui n'a pas peur de son métier. L'acquéreur non professionnel qui fera des travaux, je trouve ça assez risqué parce qu'il pourra toujours ne pas acheter le bien. Alors tu vas me dire, mais s'il a signé un compromis, on sait que la vente est parfaite, il y a l'accord sur la chose et sur le prix, le délai de rétractation 10 jours plus 1 est passé, il a eu sa condition responsive de prêt, normalement c'est sûr, il achète. Bien sûr. Eh ben, oui, juridiquement, il est censé acheter, on est parfaitement d'accord. Hein. D'accord, Oui, mais bien sûr. moi, je connais des histoires, Sur le papier. on en parle tous les jours, je suis amené à traiter des cas où, si tu veux, l'acquéreur n'achète pas. Alors, il va y laisser des plumes forcément, puisque dans le cadre du compromis, bon, ben, on était obligé d'acheter. Hein. Un compromis, il faut, mais c'est pour ça que j'ai très hâte qu'on fasse le module sur le droit des contrats, parce que c'est passionnant, ces Bien sûr. questions sur le socle de la transaction. Le compromis, c'est un pacte avec le diable. Mhm. J'aime bien dire ça, je trouve ça parlant, parce que le vendeur, il est obligé de vendre. De toute façon, il n'a pas de délai de rétractation, donc on n'en parle même plus. Et l'acheteur, il est obligé d'acheter, sous condition qu'il y ait 10 jours plus 1, les conditions suspensives, évidemment. Donc, normalement, tu es sûr que quand un compromis est signé et que la condition suspensive est acquise, et qu'il a eu son prêt et que les 10 jours sont passés, tu es sûr qu'il achète. Mais ce n'est pas parce qu'il est obligé d'acheter juridiquement que dans les faits, il va forcément acheter. Il faudra lui faire un procès pour le forcer à acheter. Mais tu n'as pas l'argent pour faire un procès. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça qu'il faut se poser, il faut se mettre ça en tête. Moi, je dis toujours aux agents immobiliers qui me posent la question, je leur dis, vous avez un acheteur qui ne veut pas acheter, très bien. Eh bien, écoutez, dites au vendeur de faire un procès. Mais un procès, ça va coûter entre 5 et 6 000 euros au bas mot. Et à la fin, tu vas faire quoi? Tu vas l'obliger à prendre de l'argent s'il n'a Alors, pas alors l'argent? le bien va être gelé pendant la durée de la procédure. Mhm. L'agent immobilier ne va pas être content, il ne va pas prendre. On connaît l'expression un bien gelé, hein, c'est clair. Hein. L'agent immobilier ne va pas pouvoir vendre le bien, donc la commission, il s'assoit dessus. Le vendeur, évidemment, il va pas vendre, donc il va continuer à payer ses impôts dessus, l'entretien, les frais, etc. Et l'acquéreur, il va jouer la montre. Alors Je suis moi, d'accord. je suis pas fan. Je suis d'accord avec toi. Alors, Avant d'être propriétaire. Voilà. pour répondre à la question de manière très très claire, moi, mon expérience à moi depuis 20 ans, c'est les investisseurs et les marchands de biens. C'est des choses qui sont régulières parce que les gens, ils ont l'habitude de prendre des risques. Et en général, ils ont l'argent. Et après, il y a toujours un esprit de confiance entre l'agent immobilier qui dit, c'est bon, cet acheteur, il est solide. Et après, tu as le particulier ou l'investisseur qui vend le bien, qui va ou croire à l'autre gars, ou il va me croire à moi, ils vont faire confiance ou pas. Au final, les professionnels, c'est un peu différent parce que justement, il n'y a pas de rétractation. Et en général, les investisseurs, ils se connaissent entre eux, les marchands de biens, ils se connaissent entre eux, les notaires se connaissent entre eux, et ils savent exactement si ce mec est solide ou pas solide. Et c'est facile en tant que professionnel de prouver que tu es solide en montrant une banque, en montrant un compte en banque bien truc, etc. Donc, c'est plus facile quand tu es investisseur de prendre ce genre de risque parce qu'il est un peu moins risqué. Donc, moi, mon avis à moi personnel, je le fais et je continuerai à le faire parce que ça fait partie des choses qui font accélérer les ventes entre professionnels. Mais je suis d'accord avec toi à 100%, Benjamin, quand tu dis que pour les particuliers, il vaut mieux pas essayer. Parce que les particuliers, en général, ils n'ont pas d'argent. En général, hein, ils prennent des crédits sur 15 ans, 20 ans. Et même s'ils sont de bonne foi, des fois, la vie t'oblige à changer d'avis. Le Covid, par exemple, tu te fais virer, etc. Et d'un coup, tu n'as plus d'argent, tu ne peux plus te positionner et tu es dans la merde, tu as commencé les travaux. Et c'est très difficile de dire à un particulier, de dire remettre en l'état. Parce que ça veut dire qu'il faudra tout casser et ça coûte plus cher. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va disparaître de la nature, il va laisser un plan et c'est toi qui te retrouves avec des meubles pas montés et des murs cassés, etc. Donc, je suis 100% d'accord avec toi de ton avis sur la partie particulier. Pour les investisseurs marchands de biens, c'est une question de risque et les investisseurs et les marchands de biens savent prendre des risques. Le vendeur, il sait aussi prendre des risques. Donc, au final, tu proposes la situation. Si le vendeur ne veut pas, bah, il ne veut pas. S'il veut prendre le risque, il prend le risque. Et tu sais, c'est pire en fait. En fait, c'est pas que c'est pire, c'est que dans la vie de tous les jours, dans ma vie de tous les jours, quand je vends par exemple des bureaux ou des locaux commerciaux, des fois, c'est pas des fois, la majorité du temps, c'est brut, d'accord? Ou des fois, il y a des aménagements qui ont été faits précédemment par l'ancien locataire.
Donc, si moi j'arrive et je veux louer le bureau et que moi je veux faire une salle de formation et que l'autre c'était une boutique de fringues, obligatoirement, je suis obligé d'enlever des trucs. Et des fois, par exemple, à la Défense, j'ai loué des locaux. Tu sais, tu prends par exemple des plateaux entiers de 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, et c'est brut. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les propriétaires? Ils te mettent des franchises de loyer. Ils te disent, fais les travaux, mais je te donne gratuit le loyer. Et donc, c'est des choses qui arrivent au quotidien, ça. C'est pas un truc vraiment spécial pour les investisseurs, les marchands de biens, les professionnels, les promoteurs. Mais pour les particuliers, c'est trop Mais je complexe. crois on va tout résumer en un seul mot, la rentabilité. Exactement. L'investisseur, il faut immédiatement qu'il rentre dans les lieux, en tout cas le plus tôt possible. Il ne peut pas attendre la signature de l'Atlantique, même si les délais sont réduits entre professionnels, on le sait. Donc, il va en compensation de loyer, évidemment, comme avoir l'autorisation de faire les travaux. Mais quel est l'intérêt pour un acheteur, sincèrement, un particulier qui n'est pas à 2 mois près pour rentrer dans les lieux, sauf s'il y a une mutation extraordinaire à une vitesse grand V à 500 km et qu'il faut tout de suite qu'il achète. Mais enfin bon, quel est l'intérêt pour un acheteur particulier de commencer à faire des travaux avant d'entrer dans les lieux? Strictement aucun. De mon point de vue, j'ai jamais vu cette situation avec les particuliers. Moi, je l'ai jamais vu. Hein. C'est-à-dire que ce Voilà. soit moi ou mes négociateurs, j'ai jamais vu cette situation parce que il faut quand même être fou hein, en tant qu'acheteur de dire c'est bon, je vais faire les travaux avec l'argent qu'il n'a pas. Parce que la majorité du temps, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont Alors, pas l'argent. en revanche, Mmh. si tu me permets, parce que ça, je l'entends très souvent, par contre, c'est le cas de l'acheteur qui demande à entreposer ses Ah. meubles avant l'acte authentique. Oui, ça c'est plus courant, oui. Et donc, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Alors, ça, évidemment, je les conseille. Ah ouais, pourquoi? Mais non, non, mais il va y avoir un contentieux immédiat. C'est-à-dire que si les meubles sont déposés, disons, 3 semaines avant l'acte authentique, en 3 semaines, on a le temps soit d'abîmer les meubles Mmh. volontairement ou involontairement, on va partir sur de l'involontaire quand même, on est entre gentlemen, et il va y avoir un contentieux sur la perte de valeur mobilière. Il va y avoir un contentieux sur le vendeur qui se dira finalement c'est très difficile d'avoir quelqu'un chez moi, j'aurais dû lui demander un loyer. Si je ne l'ai pas fait, en tout cas, j'ai moins pu jouir à 100% de la superficie de mon bien. Alors, pour compenser, on va lui faire on va lui faire signer une convention d'occupation. Enfin, c'est un contrat ultra précaire. C'est compliqué, c'est vraiment un nid à difficulté. Et puis, les particuliers ont en cela un problème, c'est n'a pas ça de ce que je veux dire, mais c'est qu'ils ne sont pas des professionnels. Donc, comme ils ne sont pas des professionnels, il y a de l'attachement au bien immobilier. Donc, on n'a pas envie d'avoir un étranger chez soi qui, lui, va avoir l'impression qu'il est déjà chez lui, alors qu'en fait, il n'y est pas. Il va entreposer ses meubles, on va avoir parfois des suspicions de vol, parce qu'en fait, il y aura 2 ménages qui auront tous les deux les clés de l'appartement ou de la maison. Enfin, tu imagines, d'un point de vue humain déjà, toutes les difficultés à avoir un étranger chez soi, tout simplement. Je suis d'accord avec toi. Tout ce qui est avec les particuliers, ça devient complexe et ils n'ont même pas les finances pour au cas où il y a un problème. Donc, vaut mieux éviter. T'as payé, c'est à toi. T'as pas payé, c'est pas à toi. Quand t'as payé, tu fais ce que tu veux. T'as pas payé et tu regardes de côté. T'attends que les choses se fassent. Tu laisses les professionnels se débrouiller entre eux avec les notaires, etc. Et une fois que c'est fini, tu viens. Donc, on est d'accord sur le sujet. En fait, c'est une question de risque au final. Et plus c'est quand tu travailles avec des particuliers, tu as beaucoup plus de risques que de travailler avec un investisseur qui, lui, il pourrait compenser s'il y a un problème. Les amis, juste avant de passer à la prochaine question qui est intéressante aussi, on va parler de copropriété, on va parler de suffrage habitable, on va parler de plein de trucs sympathiques, de permis de construire. C'est un sujet que tu adores. Moi, c'est pas mon dada. C'est le dada de plein de gens. Mais voilà, juste avant, une petite parenthèse. Si vous voulez retrouver des extraits des vidéos, des différents échanges qu'on a, Benjamin et moi, tous les mercredis à 14h, j'ai mis en ligne des extraits de la vidéo, des différentes interviews et des différentes questions sur ma chaîne YouTube. Donc, allez sur Daniel Adjar, cherchez YouTube, cherchez Daniel Adjar, vous allez tomber sur les extraits. Il y a même une playlist spéciale des vidéos juridiques avec Benjamin Oscar, ça va être super intéressant. Maintenant, si vous voulez voir l'intégralité des vidéos, vous faites un truc super simple. Vous allez sur notre site internet de l'école de formation IBS Formation. Vous allez sur ibsformation.com et vous inscrivez à l'école gratuitement. C'est gratos, allez-y, inscrivez-vous. Et derrière, vous allez tomber directement sur les différentes interviews de Benjamin Oscar et l'intégralité des vidéos. Comme ça, vous pourrez piocher ce que vous voulez parmi tout ce qui se dit. Moi, des fois, je fais des montages pour éviter qu'il y ait trop de blanc et des sujets qui ne sont pas spécialement intéressants. Donc, je zappe. Mais je mets l'intégralité là-bas et vous pourrez tout revoir. Donc, abonnez-vous à ma chaîne Abad Daniel Adjar et vous allez voir plein de conseils, mis à part juridique et plein d'autres trucs. Et je vous
Aussi, j'ai oublié de dire un truc super important, Benjamin. Super important. Le 22 septembre 2021, c'est-à-dire dans quelques jours, la formation, la Bible juridique en immobilier commence, débute avec Benjamin et Oscar. On s'est engagé à faire 116 heures de formation sur 8 mois. Toutes les semaines, tous les mercredis et tous les jeudis, il y aura des sessions de 2 heures à chaque fois pour justement faire ces 116 heures de formation qui vont durer 8 mois et sur tout l'aspect juridique de l'immobilier. Vous êtes négociateur immobilier, cette formation est impérative pour vous. Vous n'apprendrez jamais ailleurs ce qui va être enseigné par Benjamin. Il y a tout un planning, des tonnes de sujets. Je vais vous lister les premières formations qu'il y aura. On va parler de copropriété, on va parler de gestion locative et d'habitation, on va parler de biens immobiliers en habitation comme en tant qu'investisseur marchand de biens, on va parler de fonds de commerce, comment évaluer un fonds de commerce, on va parler justement de comment vendre des biens à la découpe si on a des clients investisseurs marchands de biens, on va prendre tout ce qui a rapport avec le bien lui-même, parce qu'on a un bien en réalité, on va prendre les fondamentaux d'un agent immobilier, ses obligations, etc. On va prendre des tonnes de choses. Si vous voulez savoir tout le programme et tout le planning, vous allez sur notre site internet ibsformation.com et vous cherchez la Bible juridique. C'est juste dans la première page, pas besoin d'aller faire trop de recherches. Ça commence le 22 septembre. Cette formation est financée par le CPF ou par les AGFIS, par les AGFOS. C'est facile, ça peut être totalement gratuit pour vous. Juste faites un truc simple, inscrivez-vous ou demandez nos conseils, contactez-nous, faites ce que vous voulez. C'est facile. Mais inscrivez-vous à cette formation, c'est très important. Mais c'est pas que pour les agents immobiliers, parce que c'est vrai que les thèmes ils touchent à ceux qui sont dans l'immobilier de manière générale, mais tous les investisseurs doivent connaître ces choses-là. Tous les marchands de biens doivent connaître ces choses-là. Vous pouvez acheter toute la formation dans son intégralité, comme vous pouvez acheter juste une petite partie à la carte. Vous choisissez les thèmes qui vous intéressent. Tout est possible avec IBS Formation et surtout avec Benjamin. Ça va être super intéressant. Donc, téléchargez le programme, etc. Ça va être super intéressant. Je vous promets. Allez, on passe à la prochaine.